Bonsoir à toutes et à tous. Il est l'homme qui dit non. Thierry Lepant est secrétaire général de la CGT et il refuse d'accompagner la gauche au pouvoir quand elle sert les entreprises et qu'elle fait des économies. Pourtant, le gouvernement compte bien sur le dialogue social pour réussir à faire tomber les tabous. Alors, est-ce que les syndicats sont une chance ou un frein pour la réforme? Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, interpellera mon invité sur une question toute simple. Y a-t-il un avenir pour les syndicats? Posez vos questions à Thierry Lepant par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux. C'est politique, c'est parti. Alors là, c'est l'endroit où j'ai travaillé pendant 22 ans. Et ici, il y avait une usine du groupe Molinex, qui avait 13 usines dans la région en Normandie. Ça va mieux maintenant, mais j'ai été pendant 4-5 années où je refusais, consciemment ou inconsciemment, de passer devant. Son combat perdu à Molinex, Thierry Lepant se bat désormais pour les autres. Je te laisse rentrer. On va dedans, oui. Allez, vas-y. Cette usine, par exemple, qui rappelle tant de souvenirs à ce natif de Normandie. Ancien ouvrier chaudronnier, devenu chef de la CGT. Ah, c'est vraiment la vieille usine de Caen. Et qui vient ce jour-là soutenir ses anciens voisins, les camarades de la pâtisserie La Jeannette, Bonjour. fermée depuis près d'1 an. Alors, vous gardez le moral, me dit Franck? Ouais. Vous pouvez être fier de vous, hein, sûrement. Hein, ouais. Il y en a plein qui auraient baissé la tête et c'est pas votre cas. C'est quand même pas mal, quoi. Moi, j'avais 2 points de repère ici. J'avais la sidérurgie, avec la SMN qui était là-bas, et chaque fois qu'il perçait une poche de fonte, forcément ça faisait des flammes de 50 mètres, donc ça éclairait la droite de mon bureau. Et à gauche, quand j'ouvrais la fenêtre, j'avais l'odeur de la Madeleine. Voilà, c'était... La proximité avec la base, les racines ouvrières, cruciales chez cet ancien membre du Parti communiste français. Et qu'est-ce qu'il y a en dessert des Madeleines? Fidèle à son histoire familiale, toujours une affaire de Madeleine. Et voilà le produit. Voilà, ma mère venait là, et donc elle achetait les cassés, quoi, voilà. Elle venait avec une boîte en fer. C'était moins cher? On lui en mettait au poids, oui, c'était beaucoup moins cher. Puis nous, on était 4 enfants à la maison. Donc bon, voilà, fallait faire bouillir la marmite. Vous pensez qu'il a encore le pouvoir d'agir? J'espère. Et je voudrais qu'il nous appuie quand même. Vous y croyez? Je voudrais encore y croire, mais bon, avec tout ce qu'on rencontre, tout ce qui ferme derrière nous, tout ça, c'est quand même dur. Hein. Bon courage. Une base qui se sent parfois bien éloignée de la grande centrale à Montreuil, la direction du premier syndicat de France. Fabienne, on y va, non? Thierry Lepant, ancien champion de France d'haltérophilie, a levé tous les obstacles à la surprise générale pour s'installer dans le bureau de Bernard Thibault, d'abord un peu intimidé. J'ai vécu pendant presque 1 an dans les meubles de Bernard, voilà, mais j'avais le sentiment vraiment d'être chez lui à chaque fois. Et donc on a refait... fait quoi, par exemple? On a refait pratiquement tout dans ce bureau. Ce meuble me plaît particulièrement bien puisqu'il me rappelle les usines que j'ai beaucoup fréquentées. Voilà. Et je pense que dans le bureau du secrétaire général de la CGT, au moment où on reparle des questions industrielles et de la place de l'industrie, avoir des petites piques comme ça sur lesquelles on pose son dossier, c'est aussi s'appuyer sur l'industrie. À la manif, c'est intemporel. Voilà. Parce que la manif, c'est la mobilisation, c'est l'intervention citoyenne, c'est l'intervention des salariés. Et on a besoin de ça aujourd'hui. Besoin aussi de condamner l'action de François Hollande, pourtant soutenu il y a 2 ans à la présidentielle par la CGT. Thierry Lepant, secrétaire général de la CGT. Il est urgent que cessent enfin ces cadeaux par milliards faits au patronat, sans contrepartie et sans contrôle. Vive notre rassemblement, vive la CGT! Je pense que le gouvernement aujourd'hui, il a une oreille attentive pour ce que peut lui dire le MEDEF et Pierre Gattaz. Je pense que ce gouvernement, il oublie ce pourquoi il est là et par qui il a été mis en place. Et c'est ce décalage croissant entre ce que ce gouvernement a voulu dire à un moment donné et la politique qu'il mène. On peut aussi les applaudir. 20 000 personnes, un score honorable, mais toujours loin du grand soir pour Thierry Lepant. Sa vie comme une succession de luttes et son dernier combat peut-être le plus imprévu contre ce gouvernement de gauche.
Bonjour Thierry Lepant. Bonjour. Nous allons revenir bien sûr sur ce gouvernement de gauche. Mais d'abord, ce qu'on voit dans ce portrait signé Fabrice Hauss et David Lemarchand, c'est que les manifs, ça ne marche plus. Bah, pour l'instant, je suis comme vous, je fais le même constat. Avec tout de même, il y a quelques jours seulement, 142 rassemblements dans le pays, 20 000 personnes à un meeting à Paris. Je ne connais pas beaucoup de forces sociales dans ce pays, syndicales ou politiques, capables de rassembler autant de personnes. Je pense que la question des rassemblements aujourd'hui, elle se pose et que j'ai souhaité, vous le savez, l'irruption des salariés sur le terrain social, autrement dit, donner tous les éléments de compréhension et d'action au plus grand nombre pour qu'ils puissent s'investir sur leur avenir. D'accord, ça c'est la réponse langue de bois. La vraie non, réponse, pas du tout. Ça ne marche plus, les manifestations. Mais si ça marche. Ça me sert à quoi? Un rassemblement comme celui-ci, ça sert à quoi? Mais écoutez, si on n'avait rien fait, comme beaucoup d'autres ne font rien d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dirait de nous? On dirait à quoi sert la CGT? La CGT, elle a pour ambition de faire en sorte que les salariés puissent prendre leurs affaires en main. C'est ça. Mais là, dans ces images-là, vous voyez des salariés qui prennent vraiment leur destin en main? Oui, puis il y a la préparation, parce qu'on voit beaucoup des jugements faits a posteriori sur le nombre de manifestants, voire sur le nombre de rassemblements. Mais ce qui compte, c'est aussi tous les contacts qu'on a avec les salariés avant la mobilisation. Là, on voit le résultat. Mais quand on distribue 1 million de tracts dans ce pays en 15 jours, qu'on a des discussions avec les salariés sur ce qu'ils vivent, qu'on a des discussions sur leur engagement personnel dans la lutte collective, c'est des discussions qui sont toujours intéressantes et qui portent leurs fruits. Ceux que vous voyez, les salariés qui ne sont pas forcément adhérents ou militants à la CGT, ils se posent la question que vous venez de poser sur ce plateau, à quoi sert la CGT? Oui, ils vous le demandent? Bien sûr, il y en a qui se la posent cette question-là, bien sûr. Légitimement? Oui, légitimement. Le syndicalisme n'a pas fait l'épreuve qu'il pouvait rapporter au niveau national beaucoup de conquêtes sociales ces 20 dernières années. Donc autant nous sommes reconnus dans l'entreprise là où nous sommes. Les salariés font une immense confiance dans la CGT. De là à créer une force collective, c'est quelque chose qui demande encore beaucoup de travail. Mais on a l'impression, dites-moi si je me trompe, que la colère, elle existe en France. Il y a une vraie colère, mais qu'elle s'exprime dans les élections par un vote Front National. C'est le Front National aujourd'hui qui cristallise cette colère, cette difficulté des salariés? La colère, elle s'exprime d'abord dans l'abstention. Il y a un citoyen sur deux aujourd'hui qui ne se rend pas aux urnes. Bon. Et puis ça se traduit aussi par les votes négatifs du parti, du gouvernement au pouvoir. Et le Front National, il chasse sur vos terres ou pas? Et puis le Front National, bien sûr, le Front National, il chasse partout. Voilà. Alors il paraît, dites-moi si c'est une erreur, mais il paraît qu'un jour, vous êtes arrivé, vous avez pris un tract à la sortie d'une usine, d'un tract du Front National, que vous l'avez lu à vos camarades et qu'ils se sont rendus compte de rien. C'est vrai cette histoire? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais d'ailleurs, il suffit d'écouter les propos de Marine Le Pen. Toute la partie constat... Il y avait quoi sur ce tract? Il parlait de salaire, il parlait d'emploi, il parlait d'indépendance de la France, il parlait d'emploi industriel. Bon, il y a même des phrases entières qui sont prises dans la propagande de la CGT, dans les explications qu'on peut donner aux gens. Et ça vous surprend pas plus que ça, qu'on puisse confondre, que des militants de la CGT puissent confondre un tract du Front National et un tract de la CGT? Mais parce que le constat, le mal-vivre, il est le même, il est ressenti par tous. C'est ça la vraie difficulté, c'est que, en fait, c'est la deuxième partie du tract, qui n'est pas la même que la nôtre. Mais sur le constat, c'est quoi la deuxième partie? Il s'appuie sur les réalités. Eux, il faut mettre les immigrés dehors, il faut ceci, il faut cela. Tout le discours raciste, populiste du Front National. Et jamais, d'ailleurs, ils ne disent aux salariés, il faut intervenir. Jamais, jamais. Nous disons aux salariés, il faut intervenir pour prendre en main votre destin. C'est notre discours. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Contre le Front National? Si le Front National vous prend les mots que vous avez toujours utilisés pour aller séduire cet électorat ouvrier, comment est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes démunis? Non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est réussir à faire en sorte qu'au-delà du constat, nos solutions, ce que la CGT préconise, avec d'autres quelquefois, puissent être débattues avec les salariés. Mais vous trouvez que c'est une forme d'habileté politique de la part de Marine Le Pen? Oui, c'est presque de la malhonnêteté, mais ça, face à ce parti, on est un peu habitué. Est-ce que vous avez lu le journal du dimanche aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous avez été rassuré? Aubry parle, c'est le titre. En résumé, elle défend l'assurance chômage, le dialogue avec les syndicats. Elle explique que le travail le dimanche ne créera pas d'emploi, qu'il faut demander plus aux entreprises en échange des baisses de charges. Quand vous avez lu cet article, cette interview, qu'est-ce que vous êtes dit? Enfin, elle parle de gauche?
Oui, enfin, ça fait du bien dans le paysage politique à gauche aujourd'hui d'avoir des gens qui, ma foi, ont une vision de la société qui dépasse les questions budgétaires. Ça fait du bien de voir que sur le temps de travail, par exemple, sur le travail du dimanche, nous ne sommes pas les seuls, les syndicats de salariés. Il y a des gens qui, aujourd'hui, à gauche, ont tiré enseignement et expérience de ce qui s'est fait précédemment. Tout le monde sait aujourd'hui que l'ouverture des commerces au dimanche n'a pas créé d'emploi. Voilà, elle le dit et je pense qu'elle a raison de le dire. Ça fait du bien et ça change quoi? Bon, ça change qu'on n'est plus tout seul à le dire, voilà, qu'il va peut-être y avoir un débat à gauche sur comment est-ce qu'on peut réorienter ce quinquennat, la première partie ayant été dédiée aux propositions qu'a fait le MEDEF et notamment Pierre Gattaz. Disons, vous y croyez? Vous pensez que François Hollande peut dire aujourd'hui on va réorienter le quinquennat? Mais qu'est-ce qui l'obligerait? Thierry Le Pen? François Hollande, c'est un homme sensible. Voilà. Il est sensible à l'opinion publique. Il est sensible à ce qui peut être dit du côté du MEDEF. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit sensible à ce qui peut être dit du côté des femmes et des hommes qui ont voté pour lui. Et vous entendez dans l'opinion en ce moment des gens qui disent plus à gauche? Oui, j'en entends, bien sûr. J'en entends qui disent qu'il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les pensions, il faut augmenter les minima sociaux, j'ai plus de quoi vivre, j'ai plus de quoi me loger, j'ai perdu mon emploi. Je l'entends, ça, je l'entends. Et à eux, il répond quoi, François Hollande? Il répond que sa solution, c'est encore plus de libéralisme dans l'économie de notre pays. Mais vous pensez sincèrement que la deuxième partie du quinquennat peut être un changement de pied de la part du président de la République, quitter la politique de l'offre, comme on dit? Je pense franchement que si la gauche veut rester au gouvernement, voilà, il faut qu'elle change de politique. Pourquoi sinon quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Elle est en train de faire le lit de la droite tout doucement. Quand il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite, les Françaises et les Français choisissent toujours l'original par rapport à la copie. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de Martine Aubry? Vous dites c'est bien, c'est une parole de gauche, etc. Est-ce qu'il faut qu'elle s'engage davantage? Est-ce que vous avez besoin de voix fortes comme la sienne en ce moment dans le débat politique? Martine Aubry, elle décide de faire ce qu'elle veut faire. Je n'ai pas de conseils à donner à Martine Aubry. Vous pourriez dire on a besoin de vous, ce ne serait pas si grave au fond. La gauche a besoin de toutes les forces de gauche. Voilà. Et il faut qu'il puisse y avoir un réel débat à gauche sur les questions économiques, sur les questions sociales, mais aussi sur le sens qu'on veut donner à notre pays, débat qui n'a plus lieu aujourd'hui. Quand vous voyez que le gouvernement recule sur l'écotaxe, c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'on annonçait une mobilisation des transporteurs routiers et d'un coup le gouvernement recule. Là, on entend Martine Aubry qui dit « Je demande qu'on réoriente la politique économique ». Vous vous dites « Il faut changer de braquet, il faut changer de politique ». Quel est le moyen de pression que vous avez? La dernière option qui s'offre à vous, c'est quoi? C'est de bloquer le pays? C'est l'action, voilà, c'est l'action, c'est faire en sorte que les salariés s'occupent de leurs affaires. Si nous étions... je comprends pas cette phrase. Si nous étions 1 million, 2 millions, 3 millions dans la rue, sans doute que le gouvernement ferait une autre politique que celle qu'il mène actuellement. On le voit, le gouvernement est sensible à la menace des patrons, avant même qu'il n'ait fait grève. Avant même qu'il n'ait fait grève, pas un camion ne s'est arrêté. Vous écoutez pas, on revient à notre... Le gouvernement cède. Et pourquoi on ne vous écoute pas? On revient à notre interrogation. Parce que nous n'avons pas les mêmes moyens de pression que ceux qui, aujourd'hui, ont l'oreille du gouvernement, et notamment de François Hollande. Parce qu'il n'y a personne dans la rue. Parce que le rapport de force n'est pas suffisamment fort. Donc en fait, c'est la responsabilité des salariés eux-mêmes, c'est ça que vous dites? C'est-à-dire, vous voulez que ça change, bougez-vous? Oui, c'est exactement le discours que nous tenons en ce moment. Quand j'ai fait le choix d'appeler à une irruption des salariés sur le terrain social, ce n'est pas qu'une formule, c'est pour faire en sorte que chacune et chacun ne tombe pas dans le désespoir ambiant, dans l'abstention dans les urnes et dans l'abstention dans les luttes. C'est curieux parce que c'est un peu votre Madeleine, hein, on a vu ça tout à l'heure dans le sujet à la recherche du syndicalisme perdu, c'est comme ça qu'on a parlé, je vais y arriver, appeler cette première partie d'émission. Il n'y a que la rue pour faire bouger les choses, parce que nous, en permanence, on nous explique qu'il y a le dialogue social, qu'il faut se mettre autour d'une table et discuter. Le gouvernement dit, laissons faire les syndicats. Il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'entreprise, voilà. Les relations sociales, le dialogue social, il se passe à l'entreprise. Voilà. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, la CGT signe beaucoup d'accords. Oui, sur le terrain. Sur le terrain, parce que souvent, ces accords sont le fruit d'un rapport de force, d'une prise de conscience, de participation, d'action des salariés. Après, il y a le dialogue social national. On a aujourd'hui un MEDEF qui ne souhaite pas avoir des accords qui soient des accords progressistes dans l'intérêt des salariés. Chaque fois que le MEDEF nous réunit, ça commence toujours de la même façon. Il dit aux syndicats de salariés, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Voilà. Bon, on n'a plus rien à donner, j'arrête pas de le dire à Pierre Gattaz.
Et vous faites la même chose, non? Quand vous vous retrouvez face à Pierre Gattaz, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Non, nous on fait l'effort, nous on sait ce qu'il peut nous donner. Voilà. on sait que le Pierre Gattaz, il encaisse tous les ans un chèque de 220 milliards d'euros, voilà, et on nous parle de 4 milliards d'euros de déficit pour l'assurance chômage. Vous savez comment ça s'appelle? On parle de dialogue social, en fait ça s'appelle du dialogue de sourds, ce que vous nous racontez là. En ce moment c'est un peu ça. En ce moment, c'est un peu ça, parce que d'une part, la feuille de route pour les négociations sociales nationales, elle est rédigée par le gouvernement. Voilà. C'est le MEDEF qui aujourd'hui met en œuvre la négociation sociale, et nous n'avons pas le rapport de force aujourd'hui pour faire en sorte que sortent des négociations sociales des avancées pour les salariés. Donc ça veut dire que quand le gouvernement dit aux Français en permanence « on va laisser discuter les syndicats, nous croyons au dialogue social », on nous balade? Mais ce ne serait pas grave, mais ce ne serait pas la première fois, mais dites-le nous. Je ne dirais pas comme ça. Je dis que les feuilles de route qui permettent d'ouvrir une négociation, souvent le sujet est extrêmement bordé de la part du gouvernement. Par exemple, il a accepté l'idée que les entreprises payent moins en contribution pour l'assurance chômage, en sachant que le chômage allait augmenter. Forcément, il savait que ça allait créer un déficit. Voilà. On va poursuivre sur tous ces sujets qui sont sur la table des partenaires sociaux, mais d'abord, cette enquête. Au moment où la France doit faire des économies, où chacun est appelé à faire des efforts, les regards se tournent vers ce que certains appellent le scandale de la formation professionnelle. 32 milliards, dont 13% seulement sont consacrés à aider les chômeurs à se former et donc à retrouver un emploi. L'enquête de Laurent Saïda Diop et Mathieu Vibo. Ça coûte 400 €, il y en a pour 2 jours. Et t'as pas eu le droit? Et j'ai pas eu le droit, ils m'ont refusé. Non mais c'est triste quand même quoi. La formation professionnelle, ils n'ont que ça en tête, les anciens de GAD. Ils comptent dessus pour retrouver un travail. Et pourtant, les refus se multiplient. Chaque salarié avait droit à en moyenne 3 000 € de formation. Et là, la formation coûtait 400 € à tout casser. Donc, je vois pas tellement l'intérêt. Et voilà, donc je suis un peu écœuré. David voulait repasser son permis de cariste. Jérôme, lui, c'était le permis pour les engins. Une formation attribuée, entamée, puis stoppée net, faute de financement. J'ai besoin de cette formation, de ce permis pour trouver du travail. C'est comme ça. Vous arriverez à travailler, vous, sans caméra? Nous, sans permis, on ne peut pas travailler. Combien de demandes, comme les leurs, ont été refusées? Impossible à dire. Les anciens de GAD, des chômeurs parmi 3 millions d'autres. En France, seulement 13% de la formation professionnelle leur est dédiée, et pourtant c'est une véritable manne. Près de 32 milliards d'euros, 1,6% du PIB, 1 000 € par seconde, qui sortent des caisses des entreprises, de l'État, des régions et même des ménages. Alors, que devient tout cet argent? À le regarder comme ça dans l'hémicycle, on dirait presque un conseiller régional comme un autre. Et pourtant, Nicolas Perruchot tient sous son bras un rapport qui aurait dû faire trembler la République. Le journal de 20h. L'enquête qui dérange, le rapport parlementaire Perruchot sur l'argent des syndicats et du patronat interdit de publication. Où est votre rapport? Il est à la poubelle. Censuré, et pour 25 ans, Nicolas Perruchot a visiblement mis les pieds là où il ne fallait pas. Des menaces et des pressions, beaucoup d'argent. Et une très forte omerta. Les emmerdements ont été multipliés par 100. Les gouvernants, les hauts responsables politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne veulent pas, depuis maintenant plus de 30 ans, que le Parlement s'intéresse à ces sujets, tant et si bien qu'on n'a aucune possibilité, quand on est parlementaire, de contrôler l'emploi de l'argent public qui est donné aux partenaires sociaux. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où on achète la paix sociale. Au cœur du rapport Perruchot, la formation professionnelle. Aujourd'hui, une partie des 32 milliards de la cagnotte sont gérés par les partenaires sociaux. MEDEF, CGPME ou encore CGT ou CFDT. À travers une série d'organismes, ils collectent l'argent des entreprises, puis s'en reversent une partie. Près de 66 millions d'euros. C'est de l'argent détourné de son objet premier qui devrait permettre évidemment d'améliorer les programmes de formation, la prospective, la stratégie sur la formation professionnelle et qui sert en réalité à faire fonctionner les syndicats. Exemple, la CGPME, épinglée par le rapport Perruchot. En 2010, l'organisation patronale aurait utilisé près de 300 000 € des fonds de la formation professionnelle pour financer son grand raout annuel, Planète PME.
On est finalement dans un système où il y a une grande complicité. C'est ce que je dénonce depuis longtemps. Entre l'État et les partenaires sociaux, chacun s'arrangeant du système parce que je pense qu'il le sert. C'est un scandale d'État. Pas de doute, le gouvernement est au courant. Et quand Jacques Attali, l'homme qui murmure à l'oreille des puissants, met en garde Manuel Valls, ça donne ça. Tu as 32 milliards gaspillés. La formation permanente, c'est le financement en black d'un certain nombre de fédérations patronales. C'est pour ça qu'ils sont assis dessus. Et là, si tu prends 5 milliards là-dedans et tu les consacres à la formation des chômeurs, c'est fini. Tu sors 500 000 ce type du chômage tous les ans, c'est fou de ne pas le faire. Michel Sapin a bien essayé. Avec sa loi du 5 mars 2014, il crée un fonds spécifique pour financer les partenaires sociaux. C'est une profonde révolution de la formation professionnelle. Désormais, tout l'argent de la formation professionnelle ira à la formation professionnelle. Une loi votée, mais pas encore appliquée. Pour ses détracteurs, elle ne ferait que rendre le système plus opaque. Toujours plus difficile de savoir où vont les milliards de la formation professionnelle. Alors, où vont les milliards de l'argent de la formation professionnelle? Mais écoutez, je pense que ce reportage est excellent. D'abord, il permet de corriger ce que Jacques Attali nous dit depuis des semaines maintenant sur tous les plateaux sans que personne ne le reprenne. Jacques Attali dit partout, il y a 32 milliards d'euros gérés par les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs. Le reportage démontre que les partenaires sociaux, syndicats de salariés et syndicats d'employeurs, ne gèrent que 25%, 8 milliards d'euros. Le reste, c'est l'État, ce sont les régions, autrement dit, c'est dans le champ du politique. Voilà. Après, la Cour des comptes veille en permanence sur qu'est-ce qu'on fait de l'argent dans les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés, et où est-ce qu'il va. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de faire en sorte que l'argent qui est prévu pour former les salariés en activité, je pense à ceux de GAD, aille à la formation des privés d'emploi. Ce qui permet à l'État de se désengager de sa responsabilité dans le cadre du financement qui est de sa responsabilité des privés d'emploi. Alors, moi, ce que j'entends dans ce reportage et dans cette enquête, c'est on achète la paix sociale. Il y a une entente entre les syndicats et le gouvernement et ça passe par le biais de cette manne financière colossale qu'est la formation professionnelle. C'est comme ça que ça se deal entre vous et eux. Je peux vous dire que dans notre pays, en tout cas pour la CGT, les syndicats ne sont pas à acheter. Les sommes qui vont aux organisations, ça paye du travail. Ça paye quoi? Ça paye les administrateurs, par exemple. Voilà. Ceux qui administrent les caisses. C'est des remboursements de frais. C'est des choses comme ça. Et tout est épluché au centime d'euro près. Jamais, y compris dans la CGT, dont je suis le garant des comptes, jamais on a pu nous dire que 2, 3 ou 4 euros étaient mal utilisés, ou en tout cas pas utilisés dans le cadre de nos objectifs formation professionnelle. C'est combien d'argent pour la CGT, la formation professionnelle? Je ne sais pas du tout en termes... non, ça vous avez pas? Non, parce que c'est un budget parmi d'autres. Il y a une colonne entrée, il y a une colonne dépenses. La dépense correspond à la colonne entrée. Voilà. C'est quelques milliards, quoi. Non, pas du tout. Non, c'est quelques millions. Non, nous sommes en millions. Nous sommes en millions d'euros. Mais c'est normal, par exemple, que vous ne connaissiez pas ce chiffre. Au moment où on dit il faut faire 700 millions d'économies sur la branche famille et les allocations, etc., où tout le monde fait un effort, c'est normal que vous ne connaissiez pas ce chiffre. Mais le secrétaire général de la CGT, c'est pour lui qui gère les comptes de la CGT. Mais ça va directement aux OPCA. Par exemple, c'est pas la CGT qui rembourse les frais de déplacement des camarades de la CGT qui quittent leur travail, qui vont d'un endroit à un autre et qui reviennent à l'endroit initial. C'est l'OPCA, l'organisme collecteur, qui finance ces administrateurs. Alors, est-ce que vous êtes satisfait du fonctionnement? Parce que quand les Français qui nous regardent entendent formation professionnelle, ils se disent forcément ça va aider ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont au chômage, à retrouver un emploi. Est-ce que ça fonctionne bien en l'état? Non. Bon. Non. Et pourtant, vous venez de sortir d'une réforme. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas signé l'accord national interprofessionnel et que nous nous sommes opposés à la loi qui a pourtant été votée par ce gouvernement. La formation professionnelle doit répondre à 3 objectifs. Le premier objectif, c'est faire en sorte que les salariés puissent acquérir des connaissances dont ils ont besoin. Et ça, tout au long de leur parcours professionnel. Les gens de GAD qui sont en difficulté aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas eu, de la part de leur employeur, les formations auxquelles ils avaient droit. Voilà. Le deuxième objectif, c'est de répondre aux besoins des entreprises.
Encore faut-il que les entreprises puissent nous dire quels seront ou quels sont leurs besoins, ce qui est extrêmement difficile à savoir aujourd'hui. Et si on répond aux besoins des salariés, si on répond aux besoins des entreprises, on répond aux besoins de la nation. Et il faut aussi que la nation puisse nous dire, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui, quels seront les métiers de demain et sur quoi nous devons investir. C'est en partie de sa responsabilité. Quand vous avez entendu dans le reportage Jacques Attali qui disait « Allez, on récupère 5 millions et c'est 500 000 chômeurs de moins ». 5 milliards, pardon, 5 millions, 5 milliards, on s'y perd. Hein. Mais c'est une bêtise de plus de la part de Jacques Attali. Voilà. On ne traite pas ces questions-là avec des formules toutes faites. D'abord parce qu'il a dans la tête, et il fait une grave erreur, il pense que les chômeurs sont pas formés, pas qualifiés. C'est complètement faux. 13% de la somme qui va aux chômeurs. Oui, 13%. Oui, mais je vous rappelle que c'est un effort consenti par les salariés qui travaillent pour ceux qui ne travaillent pas, alors que ce n'est pas de leur responsabilité. Voilà. Les politiques de l'emploi aujourd'hui, c'est de la responsabilité de l'État. Et l'État a donné son accord sur la dernière année, a donné son accord, alors qu'il savait pertinemment que les ressources n'étaient pas suffisantes pour couvrir les dépenses. Mais on est dans une situation de chômage de masse, c'est la principale préoccupation des Français. Pourquoi l'ensemble de cette somme, pardonnez-moi, je suis peut-être basique, mais pourquoi l'ensemble de cette somme ne va pas, dans un moment d'urgence, à la formation des chômeurs? Ça veut dire qu'il faut arrêter l'apprentissage, ça veut dire qu'il faut fermer les lycées professionnels, ça veut dire qu'il faut arrêter l'évolution des qualifications dans les entreprises. Quelle est la bonne répartition alors selon vous? Moi je pense qu'il faut que l'État prenne ses affaires en main. Voilà. Et il faut qu'elle puisse décider de consacrer une partie de son budget à la formation des femmes et des hommes dans le cadre de la politique de l'emploi. Mais pas dans cette somme-là, c'est-à-dire que vous demandez à l'État dans une autre caisse de l'État, c'est-à-dire que vous considérez que l'enveloppe et la répartition de la formation professionnelle telle qu'on l'a vu dans ce reportage, ça vous convient? Non, nous faisons déjà des efforts. Vous l'avez dit, il y a déjà 13% des sommes qui sont normalement dédiées pour les salariés en activité, qui sont reversées par solidarité. Pour ceux qui n'ont plus d'emploi. Peut-être faut-il encore augmenter cette somme. Mais si on le fait... Vous seriez d'accord avec ça? Oui, mais si on le fait sur le détriment de qui? Des lycées professionnels, des centres d'apprentissage, des salariés qui sont dans l'emploi? C'est ça la vraie question. Parce qu'on a le sentiment aussi que l'argent est utilisé de manière un petit peu aléatoire. Moi, je ne sais pas. Ceux qui bénéficient le plus de formation professionnelle sont ceux qui sont le mieux formés. Voilà ce que j'ai lu sur le dossier. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Un cadre ou un ingénieur a 2 fois plus de chances qu'un ouvrier d'avoir une formation au cours d'année. C'est faux ou c'est vrai? Bon, voilà. Les entreprises de moins de 20 salariés, 15% des personnes seulement accèdent à une formation. Dans les entreprises de plus de 500 salariés, donc où il y a déjà un comité d'entreprise, etc., c'est 51%. C'est vrai. Bon, bah alors... là où il y a les syndicats, là où il y a la démocratie sociale, ça fonctionne mieux. Et 50,8% des chômeurs ayant suivi une formation ont retrouvé un emploi au cours des 6 mois suivants. Oui, c'est vrai aussi. Donc là, on est dans le constat, on le fait ensemble, vous êtes d'accord avec ça? Oui, la question c'est le financement, c'est qui paye. Voilà, c'est qui paye. Est-ce qu'on les habille, ceux qui sont au travail et qui ont besoin, pour rester au travail, d'une montée en qualification et en formation? Est-ce qu'on prend à cela? Est-ce qu'on arrête la forme pro pour tous les salariés qui travaillent en disant la priorité, c'est le reste? Mais pendant ce temps-là, ça veut dire qu'on renonce à ce que la France ait une politique d'émancipation, une politique de formation pour tous ceux qui sont en activité. C'est un scandale, la formation professionnelle? Non, le scandale, c'est le financement. C'est qu'on accepte, par exemple, dans le dernier accord, que les entreprises payent moins alors qu'il y a plus de besoins. Ça, c'est un scandale. Et quand vous voyez ce reportage avec Jacques Attali qui interpelle le Premier ministre sur ce sujet-là, on a l'impression qu'au fond, ça fait très longtemps qu'on le fait. Ça fait très longtemps qu'on pose ce sujet-là et ça fait très longtemps que ça ne marche pas. Et ça fait très longtemps que des ouvriers comme ceux qu'on voit qui sortent de chez GAD et qui veulent une formation supplémentaire n'ont pas accès. Ça fait aussi très longtemps que les entreprises ne veulent plus financer la formation professionnelle et que les gouvernements, successifs diminuent leur contribution à l'effort collectif. C'est ça la réalité. Nous souffrons d'une crise de financement. Je voudrais vous soumettre une phrase. Elle est signée Emmanuel Macron. Voilà. Il ne doit y avoir ni tabou, ni posture. Oui, c'est une jolie phrase. Elle s'adresse à vous? Non, elle s'adresse à tout le monde, je pense. Mais ça ne veut rien dire. Ah bon? Voilà. Mais non. Qui dans ce pays a des tabous, a des postures? Vous avez des tabous. Non, quand il nous dit par exemple que l'avenir de la France, c'est de déréglementer le travail et d'ouvrir les commerces le dimanche. Bon, voilà. Ça crée des emplois ou pas? Non, tout le monde le sait. C'est un tabou de la droite, ça. Voilà, bon. Alors pourquoi il le fait, à votre avis? Parce qu'il a entendu les sirènes du patronat, de quelques bien-pensants dans ce milieu-là, qui pensent qu'ils vont être les premiers à pouvoir ouvrir, qu'il n'y aura pas de concurrence et qu'ils auront une part de marché complémentaire. C'est ça la vérité. Les autres tabous?
Alors, il y en a plein, enfin, la part de ce gouvernement, les 35 heures, remise en cause permanente, le droit à la retraite, la protection sociale. Enfin, on voit bien que tous les sujets, et puis les autobus, les bus, enfin, je veux dire... C'est quoi le problème des bus? Les autocars, enfin, entendre le ministre de l'économie, de la 5e puissance mondiale, nous dire que l'avenir des transports dans le monde, c'est le bus, voilà. Vous caricaturez un peu ou pas? Ben non, mais je veux dire, voilà, il y aura ceux qui ont les moyens, qui prendront l'avion, ceux qui auront un peu moins d'argent, qui prendront le train, et puis les pauvres, on les mettra dans le bus. Bon, je veux dire, c'est... Sa loi, pour retour à l'activité, c'était la loi croissance, hein, c'est en train d'être débaptisé, rebaptisé. On va continuer à l'appeler la loi croissance. Vous pensez que c'est de nature à relancer l'activité dans ce que vous avez vu d'ores et déjà? Mais c'est pas une loi croissance. C'est une loi de déréglementation des conditions de vie et de travail des salariés. Ce n'est pas une loi de croissance. D'ailleurs, il ne dit rien sur l'investissement, il ne dit rien sur les 220 milliards d'euros de cadeaux au patronat, il ne dit rien sur le besoin d'investissement, et notamment d'investissement industriel dans notre pays, et il ne dit rien sur les relations entre la France et les autres pays d'Europe. Et il a dit quelque chose dimanche dernier qui a dû vous agacer quand il a parlé de l'assurance chômage. Oui. Là, on entre sur un terrain glissant, c'est un sujet sur lequel vous dites attention, on est dans une période où il y a beaucoup de chômage, donc il faut y aller doucement. Ou est-ce que vous êtes prêt à vous remettre autour de la table, puisque, on le rappelle, vous l'avez fait, théoriquement, vous n'avez rien à renégocier avant 2016. Est-ce que vous êtes prêt à rediscuter de ce sujet-là Nous sortons d'une négociation qui a donné lieu à une loi il y a quelques mois. La CGT n'a pas signé le texte. Nous avons même... Vous signez rien. Nous avons même... Si, vous venez de le dire à l'instant. Au niveau local, vous signez. Oui, mais c'est la difficulté de vous comprendre, pardonnez-moi, c'est compliqué. C'est pas les mêmes sujets. C'est pas les mêmes sujets. Et je vous ai dit que quand les négociations avaient lieu à l'entreprise, ça se faisait souvent dans le cadre d'un rapport de force et que les salariés prenaient leurs affaires en main. Nous n'en sommes pas là au niveau national. Pour l'assurance chômage, c'est pareil. Le gouvernement a accepté l'idée qu'au moment même où le chômage augmente, plus 5% en un an, on diminue la contribution des entreprises à l'assurance chômage. Voilà. C'est une décision qui est complètement hors sol. Tout le monde sait, tout le monde savait qu'on allait avoir un déficit de 4 milliards d'euros à la fin de l'exercice. Bon, alors, pardonnez-moi, il y a beaucoup de chiffres, c'est les économies, c'est comme ça. En ce moment, on est dans une période où il faut faire des économies. 25 milliards de déficit en 2015 d'assurance chômage. Vous avez rendez-vous? C'est une projection. C'est une projection. On sera à peu près dans ces eaux-là. Sauf surprise. Ça dépend s'il y a ça dépend si la reprise. Ouais. Vous voyez le retour de la croissance? Non, je ne le vois pas encore, mais j'espère que ça peut. Théoriquement, vous n'avez rien à renégocier avant 2016. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on peut continuer avec une assurance chômage avec 25 milliards de déficit? Mais non. Ma réponse est non. Ça veut dire qu'il faut que les entreprises qui licencient acceptent de contribuer plus que celles qui ne licencient pas. Je vous donne juste un exemple. Le taux de cotisation à l'assurance chômage, c'est le même pour toutes les entreprises. Il y a des entreprises aujourd'hui, notamment les petites, qui font les efforts nécessaires pour garder un demi-emploi, un emploi. Il y a les grands groupes, notamment ceux du CAC 40, qui aujourd'hui, pour des conforts financiers, et notamment la rémunération des actionnaires, licencient à tour de bras. Ils payent la même contribution. Voilà. Donc vous dites qu'il faut adapter le niveau des cotisations aux entreprises vertueuses. Nous sommes pour moduler les cotisations en fonction des politiques de l'emploi dans les entreprises. Que celles qui licencient pour rassurer leurs actionnaires soient contributrices. Que celles qui font les efforts pour maintenir ou préserver de l'emploi puissent être moindre cotisantes que les autres. L'argument qu'on entend beaucoup, c'est de dire que le système français est très généreux, parmi les plus généreux du monde. Est-ce que vous trouvez normal qu'un salarié touche parfois autant au chômage que lorsqu'il est actif? Ça s'appelle le taux de remplacement. Et les détracteurs, en tout cas ceux qui veulent réformer l'indemnisation des chômeurs, disent que ça n'incite pas à trouver un emploi. Ça parle à tout le monde, cet argument. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, madame, mais ça n'existe pas. Ah bon? Non, voilà, ça n'existe pas. Personne ne gagne pareil au chômage que quand il était en activité. Ça n'existe pas. La mécanique, chez nous, fonctionne extrêmement mal. D'abord, on met l'accent sur les chômeurs parce que le chômage augmente. Vaut mieux, quand on est ministre de l'économie, parler des chômeurs que de parler du chômage. 5 millions de chômeurs, plus 5% en un an. C'est ça, la réalité à laquelle nous sommes Donc confrontés. ça n'existe. Premier argument que vous évacuez. Deuxième argument, est-ce que vous trouvez normal, en tout cas c'est dans le débat, qu'il y ait des contrôles, qu'on vérifie, par exemple, si un demandeur d'emploi recherche bien un emploi? Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Est-ce qu'il faut le faire davantage pour sauver notre système tel qu'il est? Tout dépend ce qu'on demande aux salariés de Pôle emploi. Voilà. Est-ce qu'on leur demande de faire du contrôle? Est-ce qu'on leur demande de faire de l'accompagnement? Est-ce qu'on leur demande de faire de la formation professionnelle?
On a un nombre de salariés de Pôle emploi qui accueillent des gens. Voilà. On ne peut pas leur demander de faire tout en même temps. Voilà. Donc, il faut recruter à Pôle emploi. Il faudrait peut-être recruter à Pôle emploi pour faire de l'accompagnement, pour faire du contrôle. Mais la mécanique contrôle, elle est puissante aujourd'hui. Hein. Ouais. D'ailleurs, regardez les chiffres des expérimentations qui ont eu lieu dans 5 régions. On a accentué le contrôle. Les résultats sont quasiment identiques. Là, on ne l'a pas fait. Voilà. L'idée du chômeur feignant qui ne cherche pas de travail, c'est une fausse idée. Et je rappelle, quand vous dites que on a le système le plus favorable en Europe, j'entends souvent ça. Bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Voilà. Ah bon? On est un des rares pays d'Europe où un chômeur sur 2 ne touche rien. Moi, j'avais 3e rang des pays les plus protecteurs de l'OCDE derrière l'Islande et la Norvège. Ouais, mais protecteur. Voilà. Ah, quoi? Vous savez bien ce que ça veut dire. Voilà. Moi, j'estime aujourd'hui que le système n'est pas protecteur. Quand 1 sur 2 ne touche rien, alors qu'il a cotisé, on voit bien que ça pose un réel problème. Un homme que vous connaissez sans doute, il est prix Nobel désormais d'économie, il s'appelle Jean Tirole, il dit la réforme du marché du travail est indispensable. Là-dessus, c'est un tabou, c'est un sujet, il faut y aller? Non, c'est pas un tabou, c'est un sujet de discussion entre les syndicats et les employeurs. Qu'est-ce qu'on appelle réforme? Quel est le sens donné à la réforme? Il faut un contrat unique, il dit. Les entreprises, elles ne signent plus de CDI à force de vouloir protéger les salariés. C'est quoi le contrat unique? Il y a manque de flexibilité, donc on n'embauche plus en CDI parce que c'est trop compliqué. C'est simple. C'est quoi le contrat unique? Il y a 10 ans, on avait 80% des emplois qui se faisaient en contrat de travail à durée indéterminée. 10 ans après, on a 20% des contrats de travail qui se font en contrat de travail à durée indéterminée. 80%, c'est la précarité. Ne me dites pas que 80% des entreprises aujourd'hui ne savent pas où est-ce qu'elles vont sur 1 année, 2 années ou 3 années. C'est pas vrai. Donc vous lui retirez son prix Nobel, hein? Non, je ne te pas son prix Nobel, mais c'est un vieux sujet de discussion. Moi, je suis pour le contrat unique. Si le contrat unique, c'est de permettre à un salarié d'avoir une projection, qu'il puisse s'investir dans sa vie au travail et qu'il ne soit pas remercié du jour au lendemain pour des raisons dont on a du mal à comprendre parfois la réalité de ces raisons-là, on voit bien qu'au-delà des mots, c'est le sens qu'il faut pouvoir donner. Alors les syndicats subissent la même crise de confiance que les partis politiques, avec un taux de syndicalisation en France qui atteint péniblement 8%. Alors quand vient l'heure de la remise en cause, les regards se tournent forcément vers les démocraties du nord de l'Europe. Elisa Coudray et Stéphane Lopez se sont rendus au Danemark. Dans ce petit royaume du nord de l'Europe, 70% des salariés sont syndiqués. Le pays du bonheur, c'est aussi celui du syndicalisme heureux. Aux Zoo de Copenhague, Franck et Jesper adhèrent à un syndicat comme 80% de leurs collègues, parce qu'ils y ont tout intérêt. C'est par l'intermédiaire du syndicat que nous cotisons à l'assurance chômage. Grâce à ça, si nous perdons notre travail, nous continuons à avoir un revenu pour faire face à la situation et continuer à payer notre loyer. Et puis il y a d'autres avantages. Dans mon syndicat, par exemple, on peut avoir des prix sur les assurances habitation ou sur les mutuelles. On a aussi des réductions pour des locations de vacances. On a une carte de membre qui nous donne droit à des tarifs préférentiels dans certaines boutiques. Plein de choses comme ça. Un syndicalisme de service, avec presque autant de syndicats qu'il y a de métiers. Dans chaque branche, salariés et patrons négocient main dans la main leurs conventions collectives, comme dans cette entreprise de 900 salariés qui fabrique du matériel médical. Une fois par an, nous avons une grande réunion avec la direction dans laquelle nous mettons tout à plat en ce qui concerne la question des salaires et des conditions de travail. C'est un moment privilégié de négociation. Mais au-delà de ça, nous dialoguons en permanence avec notre hiérarchie. C'est ce qui fait notre force. En plus, le fait de représenter la grande majorité des salariés nous donne un poids énorme. Par exemple, sur les salaires, nous parvenons à mieux négocier que si chacun le faisait individuellement. Au Danemark, les grèves sont rares, car les partenaires sociaux préfèrent toujours la négociation à la confrontation. Au Danemark, les syndicats se doivent de défendre au mieux leurs membres. Et comme ils sont très nombreux, ça représente beaucoup de gens très différents. Ils doivent être pragmatiques et non idéologiques. Nous, par exemple, nous représentons les entreprises. Nous ne sommes pas un parti politique, même si on essaye d'influencer les décisions des hommes politiques. Ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir des résultats, de trouver des solutions pour que le système avance. C'est pour ça qu'il y a très rarement des conflits comme il peut y en avoir en France.
Et le système danois a fait ses preuves. Le taux de chômage est de 6,6% et la croissance désormais positive. Quand vous voyez ce reportage-là, est-ce que vous vous remettez en question? Est-ce que votre objectif, ça va être d'aller chercher des adhérents? Est-ce que vous avez une autre méthode pour le faire? Alors, notre objectif, c'est forcément de renforcer notre syndicalisme. Nous menons des campagnes de syndicalisation pour dire aux gens qu'il faut qu'ils se préoccupent de leurs affaires et qu'ils participent à l'effort de réflexion et d'action collective. Le syndicalisme danois, comme en règle générale, le syndicalisme d'Europe du Nord est complètement différent du nôtre. D'abord parce que, c'était dit dans leur reportage, ils gèrent les caisses d'assurance chômage de manière directe. Pour bénéficier du chômage au Danemark, il faut être adhérent. Voilà. Oui, je ne suis pas sûr que ça corresponde à l'histoire du syndicalisme dans notre pays. Le syndicalisme français, c'est le seul syndicalisme qui, de fait, et sans rien faire, ne rapporte rien. Voilà. Si ce n'est peut-être un peu de répression syndicale. Et du coup, il va mal. Et du coup, il va mal, pas seulement pour ça. Il va mal parce que, sans doute qu'on a eu du mal à nous adapter à la PME-PMisation. Par exemple, on est passé en 30 ans de grands bastions industriels où la CGT était très forte, avec des petites entreprises qu'on a du mal à organiser, on a du mal à leur dire qu'il faut qu'ils prennent leurs affaires en main. Eh bien, Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, va essayer de vous aider à sauver le syndicalisme en France. Si ça dépend du Figaro, alors je suis sauvé. Vous êtes sauvé, voilà. Bonjour Thierry Lepant. Bonjour. On l'a vu, oui, jeudi dernier, votre manifestation, ça n'a pas été une grande réussite. Et finalement, ce n'est pas la première fois, parce que j'ai repris les chiffres de la CGT, d'ailleurs, sur les manifestations du 1er mai. En 2009, vous aviez 1 million de personnes qui étaient dans la rue, qui étaient descendues. Le 1er mai 2010, c'est descendu là, à 350 000. En 2014, on est à 210 000. Alors, quand on voit la courbe, on se dit, d'ici 3 ans, vous mettez la clé sous la porte. Vous êtes un syndic de faillite, là. Comment vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que vous avez fait le même calcul avec les autres organisations? C'est pas mieux, mais en l'occurrence, c'est vous qui êtes sur le plateau. Donc. La CFDT, c'est 300. Voilà, Jean-Claude Mahing. Vous allez moins mal que les autres. Non, mais je veux dire, voilà. C'est pas satisfaisant. On sait que c'est difficile, quand il y a un gouvernement de gauche, de mobiliser les salariés pour infléchir la politique. Voilà, on le sait. Et puis le 1er mai. 2010, c'était le gouvernement de droite. Oui, mais il y avait déjà des divisions dans le monde syndical. Ouais. Et le 1er mai, c'est aussi considéré dans notre pays, à tort, sans doute, mais comme étant la fête du travail. Voilà. Donc, justement, c'est là qu'il devrait y avoir le plus de monde. Pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est ce que nous leur disons. Voilà. Oui. Nous leur disons que c'est une journée fériée, chômée et payée pour qu'ils puissent se rassembler et pour qu'ils puissent agir. Mais quand même, 210 000 personnes, c'est quand même pas mal. Justement, vous dites, vous essayez de convaincre les gens d'adhérer. Si vous aviez un jeune devant vous, là, qui vient d'être embauché dans une entreprise, vous avez 3 bonnes raisons pour lui dire, le convaincre d'adhérer. À votre syndicat ou à un autre, hein, mais prenons le vôtre. Puisque écoutez, moi je pense d'abord que je lui dirais que son avenir dépend de lui. Voilà. Trop longtemps, le syndicalisme a dit aux salariés « Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout ». Voilà. Donc là, vous lui dites ça dépend que de tout. Cette époque-là, elle est terminée. Voilà. Petite parenthèse, vous dites comme Jacques Attali, que vous avez beaucoup critiqué et qui, dans son dernier ouvrage, dit justement c'est aux salariés, c'est aux Français de se prendre en main. Chacun pour soi. Mais moi, je ne dis pas chacun pour soi. Je dis il faut que chacun participe à la force collective. C'est aussi ce qu'il dit. Quel syndicat, voilà. Donc ça, moi je pense que c'est un argument. Après, il y a des leçons d'histoire. Bon, on voit bien dans l'histoire sociale de notre pays que chaque fois que les salariés ont été unis, rassemblés, que leurs syndicats ont été unis et rassemblés, on a pu avoir des grandes conquêtes sociales. Ensuite, le syndicat, c'est un espace de liberté. Voilà. On a tendance à présenter l'activité syndicale comme étant un lieu où tout le monde pense la même chose. Moi qui vais dans les entreprises, je peux vous dire qu'il y a une grande diversité, que chacun peut s'exprimer et que nous prenons les décisions collectivement. C'est le goût de la démocratie. Bon, je ne sais pas si vous arriverez à le convaincre, hein, mais avec ça, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, si les gens n'adhèrent pas, c'est parce qu'il y a une espèce de double langage? C'est-à-dire, on a vu là dans le reportage, vous avez manifesté jeudi, vous chantiez l'international, c'est la lutte finale. Et puis finalement, quand on regarde, vous l'avez dit d'ailleurs, Caroline Roux l'a dit, vous signez plein d'accords avec les entreprises. Là, c'est 85% des accords. Bah oui, mais on est loin de la lutte finale alors. Donc comment les gens s'y retrouvent plus? Je vais recommencer. Voilà. Oui. D'abord, je ne chante pas. Voilà. Oui, mais alors vous faites chanter les manifestants avec vous. Les camarades ont leur sono et mettent de la musique. Après que celle-là, d'ailleurs, il y en a plein d'autres. Ça veut dire que vous ne croyez plus à la lutte finale? Ah si, bien sûr que si. Pas forcément finale. La lutte finale, c'est la lutte qu'on construit tous les jours. Voilà. Je ne crois pas au grand soir. Voilà. Je crois à une irruption lente, progressive, massive des salariés sur le terrain social pour changer le modèle économique dans lequel nous sommes et mettre enfin l'homme au centre des préoccupations qui sont les nôtres. Mais alors sur ce double langage, nationalement,
nationalement, vous chantez l'international, enfin, vous faites chanter l'international. Vous êtes l'homme qui dit non, c'est ce que je dis encore. Ou l'homme qui dit non, voilà. Et localement, vous signez des accords. Donc c'est un peu perturbant pour un jeune du 21e siècle aujourd'hui qui se dit, mais alors, qui je crois? Nous signons le pan national ou le pan local? C'est le même. Nous signons des accords dans les entreprises, je l'ai dit à l'instant, parce que souvent, ce sont des accords issus du rapport de force entre les salariés et les employeurs. Il y a beaucoup d'accords, d'ailleurs, qui sont des accords de ce qu'on appelle fin de conflit. Autrement dit, il y a eu des luttes dans l'entreprise, ça peut être des pétitions, des arrêts de travail, des débrayages. Il y a un rapport de force qui s'installe auprès de la direction, et à un moment donné, on dit, voilà, on tombe d'accord là-dessus. Voilà. C'est pas forcément tout ce qu'a réclamé la CGT, c'est pas forcément tout ce que voulait l'entreprise, mais on se met d'accord à un moment donné. C'est ce que j'appelle le dialogue social de proximité. Celui-là, il est aujourd'hui encore extrêmement constructif. Et il faut le valoriser. Après, il y a le dialogue social national. Sur quoi on négocie en ce moment? Assurance chômage, protection sociale, avec à chaque fois les mêmes offensives de la part du gouvernement et du MEDEF, où ce qui est à l'ordre du jour, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Nous n'avons plus rien à donner, nous voulons conquérir de nouveaux droits. Il y a un deuxième tableau que j'ai sorti. Alors, on a vu l'exemple du Danemark, avec le taux de syndicalisation, mais finalement, l'Allemagne, la Belgique, ça marche mieux que chez nous. Alors, la Finlande, n'en parlons pas, 70%. Vous avez une explication? Vous disiez, bon, pour le Danemark, on a compris, plein de petites entreprises, ils ont réussi à évoluer. Et pourquoi, finalement, l'Allemagne, la Belgique, ça marche mieux, et chez nous, ça ne marche pas? L'Allemagne, c'est un cas intéressant, comme la Belgique. Il faut être syndiqué pour bénéficier de droits sociaux. Voilà. Ceux qui ne sont pas syndiqués ne bénéficient pas de droits. Voilà. Il faudrait obliger les salariés aujourd'hui à être syndiqués? Je ne crois pas à ça. Voilà. Je pense que chaque fois qu'on oblige quelqu'un à faire quelque chose, c'est dommage. Voilà. L'adhésion à la CGT ou à un autre syndicat, c'est un acte volontaire. Je décide de m'organiser collectivement pour être entendu, écouté, peser plus fort. Chaque fois qu'on oblige quelqu'un à adhérer quelque part, on renonce un peu à ce qu'on est de manière initiale, et ça, ce serait dommage. Dernière petite question. On a entendu, au Danemark, ils ne manifestent pas, ils ne font pas de grève. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les modes d'action chez vous, à la CGT, c'est-à-dire arrêter ces manifestations un peu à répétition, mais où on voit bien que vous avez moins de monde, ou des grèves qui finalement exaspèrent les gens et où vous ne tenez pas de résultats? Les modes d'action sont divers et variés. Oui, mais on a l'impression que c'est quand même toujours un peu les mêmes. Excusez-nous, mais nous, dans la rue, on voit des manifestants ou grèves. Le quotidien, c'est pas ça. Le quotidien des militants, c'est pas ça. Le quotidien des militants, c'est l'écoute, c'est essayer de trouver des solutions alternatives à ce qu'on nous propose, essayer de trouver des solutions et essayer de conduire l'action. C'est ça le quotidien. Le syndicalisme, c'est pas les grands rendez-vous où on se compte dans la rue. Ça fait partie du rapport de force. Voilà. La préparation, je l'ai dit à l'instant, est aussi importante que le résultat. Mais on a besoin, dans ce pays aussi, de journées d'action pour faire entendre nos voix. Imaginez s'il n'y avait pas eu cette journée du 16 octobre. On n'aurait pas parlé en amont de cette journée, on n'aurait pas parlé de la protection sociale, on n'aurait pas donné des éléments pour comprendre et pour agir. Est-ce que vous allez agir à l'avenir, là? Vous avez une mobilisation prévue avec la CFDT, avec EFO, tous ensemble? Alors là, vous rentrez dans le domaine du rêve, là, aujourd'hui. Ouais. Nous n'en sommes pas là. Vous savez qu'on a proposé à l'ensemble des organisations syndicales de ce pays de se réunir pour travailler, pour revendiquer, pour agir ensemble. On a eu une fin de non-recevoir de la part, d'ailleurs, et pour des raisons différentes, de l'ensemble des organisations. Nous ne renonçons pas. J'ai commencé, avec mon organisation, à faire ce qu'on appelle des bilatérales, des rencontres. Nous avons rencontré la CFDT il y a peu de temps. Je rencontrerai Force ouvrière la semaine prochaine. Nous avons rencontré l'UNSA. Nous allons rencontrer chaque direction de syndicat. C'est votre objectif d'arriver à réunir tout le monde pour une grande mobilisation, pour défendre, je ne sais pas, moi, oui, je pense que... la Sécu, puisque vous avez même marché pour je pense que même si nous avons des différences, et nous les connaissons, il ne s'agit pas de les gommer, il y a quand même des sujets sur lesquels on pourra intervenir ensemble. J'en prends juste deux. La question des salaires, par exemple, dans notre pays, qui est devenue une question cruciale. Je rencontre des militants de la CFDT, je rencontre des militants d'EFO. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, Thierry, les salaires, ça ne le fait pas. Dans la fonction publique, ça fait 5 années que les salaires sont gelés. C'est inacceptable. Dans le privé, même là où on fait des bénéfices, les salaires n'augmentent pas. C'est inacceptable. Je pense que si l'ensemble des syndicats de salariés pouvaient dire aujourd'hui, il faut augmenter le salaire minimum dans les fonctions publiques et dans le privé, sans doute qu'on n'aurait pas 200 000, 300 000, 400 000 manifestants, on en aurait 2, 3 ou 4 millions. Et là, le rapport de force entre le patronat et les syndicats de salariés serait différent dans le paysage social et peut-être qu'on signera un accord. Une dernière question, Karl? Ça a l'impression, c'est qu'on va encore avoir des nouvelles manifestations ou des nouvelles grèves, alors?
Il n'y aura pas de nouveau mode d'action, c'est ça finalement, c'est qui est un petit peu désespérant. Les modes d'action, c'est quoi? C'est la pétition, c'est la délégation chez l'employeur, ce qu'on pratique de manière quotidienne dans la négociation. Dans le monde de l'entreprise, c'est la négociation, c'est l'explication, c'est la confrontation, puis c'est aussi l'action de la rue pour se faire voir, pour se faire entendre et essayer d'être un élément utile au rapport de force. Mais c'est vrai que les fois où il y a eu des réformes comme les régimes spéciaux, etc., vous avez su montrer que vous pouviez, à un moment donné, intervenir, agir et jouer le rapport de force. Et là, pour l'instant... Voilà, nous sommes en construction. En construction. Mais, allez, il faut que ça aille vite. Nous allons passer... Parce que sinon parce qu'il y a urgence. Parce qu'il y a urgence. Parce qu'il y a urgence. Et puis, s'il y a abstention dans le politique, dans le vote, s'il y a abstention dans les luttes, on sait que ça mène tout droit au vote Marine Le Pen. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, merci beaucoup, Karl, aux photos d'actualité de la semaine. Le pape François. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Les évêques lui ont infligé une première défaite sur l'ouverture aux homosexuels ou aux divorcés remariés. Est-ce que ça vous parle, cette démarche d'ouverture entreprise par le pape François? Moi, oui, enfin, il y a une démarche d'ouverture. Ça reste une démarche d'ouverture. L'Église a toujours été lente, beaucoup plus lente que la CGT, à évoluer. Bon, on voit bien. Vous considérez que ça va plutôt dans le bon sens qu'il est en train de faire, ou en train d'essayer de faire? Je ne suis pas un spécialiste du Vatican. Vous me surprenez. Ça serait. Je suis très étonnée. Non, mais je pense qu'il y a des phrases comme ça qui peuvent être entendues par les catholiques et que ça peut changer leur relation au monde. Si déjà ça sert à ça, c'est quand même pas mal. Un homme, Thomas Thévenoud, on l'a revu cette semaine à l'Assemblée, hein, il est revenu en commission, on a dit, pour toucher ses indemnités de parlementaire. Est-ce que ça vous choque de le voir de nouveau à l'Assemblée, toujours parlementaire? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, il a une phobie administrative, mais il n'a pas une phobie pour toucher ce qu'un député touche dans notre pays, quoi. Moi, je pense qu'il y a un côté indécent, voilà, à vouloir rester à tout prix parlementaire quand on ne respecte pas les règles minimum, quoi. Voilà. Vous avez vu les salariés de GAD, hein, quand Emmanuel Macron leur a dit vous êtes des illettrés. Elles ont répondu quoi, ministre? Mais nous, on paye nos impôts. Voilà. Bernard Thibault. Je préfère les salariés de GAD que celui-là. Bernard Thibault, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Bernard Thibault. Il va bien. Ah. Vous savez ce qu'il fait? Dites-nous. Il représente la France à l'OIT, voilà. C'est une bonne nouvelle pour nous, on y a contribué. Il va bien, il s'est reposé, il était vraiment fatigué après 14 années à la tête de la CGT. Il a beaucoup marqué le paysage économique, social, politique. Vous avez eu du mal à vous installer dans ce costume-là après lui? Bah oui, on peut se le dire aujourd'hui, ça va mieux. Mais forcément, passer après Bernard Thibault, passer après Louis Vianney, passer après Henri Krasuki, enfin, je veux dire, qui ne mesure pas le poids de l'histoire dans ces cas-là? Bernard a tellement marqué l'histoire sociale dans notre pays, avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination, un sens du vocabulaire et avec un humour qui lui est propre, une coupe de cheveux qui lui est singulière. Voilà, c'est Bernard, quoi. C'est Bernard. Oui, est-ce que vous excluez totalement de faire un deuxième mandat? Non, je n'exclus pas du tout, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend des camarades qui seront réunis en congrès et qui décideront le moment venu. Vous savez, ça fait 18 mois que je suis à la tête de la CGT. Si dès maintenant je me préoccupe de savoir si je veux faire un deuxième mandat ou pas, je ne serai pas sur le réel et je veux être sur le réel. Alors le réel, c'est les questions des téléspectateurs, vous allez voir. Les syndicats ont toujours le même discours depuis des années. N'est-il pas temps de regarder le monde en face, la crise en face? Est-ce que vous avez un peu adapté votre discours? Mais écoutez, oui, nous regardons le monde en face comme nous l'avons toujours fait. C'est quoi regarder le monde en face? C'est s'apercevoir que les riches dans ce pays sont toujours plus riches. Voilà, ça c'est voir le monde en face. C'est de s'apercevoir que 220 milliards d'euros sont donnés tous les ans en cadeau au patronat sans qu'on puisse en mesurer l'efficacité en termes d'emploi. Voilà. Ça, c'est regarder le monde en face. C'est écouter tous les discours sur la démocratie sociale et la manière dont cela se pratique concrètement dans notre pays aujourd'hui. Oui, ça veut dire qu'on peut regarder le monde en face, mais de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est passé vers une économie monde où, voilà, où il faut s'ouvrir, où les règles sont désormais, si elles ne sont pas les mêmes pour tous, ça devient très compliqué d'être compétitif. Oui, puis il faut repenser l'Europe. Il faut repenser. En fait, on a 3 Europes aujourd'hui, je le dis simplement, mais on a l'Europe du Nord, on a vu l'exemple du Danemark, on a l'Europe avec ce fameux couple franco-allemand, qui est en train de se fissurer d'ailleurs, puis on a tous ceux qui sont en train de mourir en Europe du Sud. Voilà. C'est pas ma vision de l'Europe. Ma vision de l'Europe, c'est qu'on puisse avoir une Europe unie, une Europe solidaire, une Europe de la coopération, où l'intérêt commun des Européens puisse enfin prendre le devant de la scène sur les intérêts particuliers. Croyez-vous encore à la lutte des classes?
Oui, bien sûr, il y a deux classes sociales dans notre pays. Il y a ceux qui sont les plus riches aujourd'hui et qui dominent l'économie et qui accaparent d'ailleurs 50% des richesses. Vous savez, le magazine Challenge, que je lis de temps en temps, nous dit que les 500 plus grandes fortunes dans notre pays n'ont jamais été aussi gâtées. Elles n'ont jamais été aussi riches. Et de l'autre côté, on voit bien que la misère s'étend, on voit bien que le chômage se développe, que la précarité envahit tous les esprits aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et la classe moyenne, elle se met où dans tout ça ? Bah, je pense que d'abord, la classe moyenne, à mon avis, elle n'existe pas. Mais, non. Mais non, parce que quand je rencontre des ingénieurs, des cadres supérieurs, ils sont aujourd'hui confrontés, malheureusement pour eux, à la même réalité que le travailleur qui travaille sous son autorité. À partir de combien on est riche pour vous, Thierry Lepant ? Oh, j'en sais rien, j'ai pas... Ah bah si vous classez le monde en deux catégories, à partir d'un moment, on devient riche. Les vrais riches, ce sont ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Ce sont ceux qui vivent de leur rente. C'est ceux-là, les vrais riches. Voilà. En quoi les propositions du gouvernement sur la modification des règles de l'assurance chômage, de plus en plus déficitaires, sont-elles si choquantes ? Parce qu'elles ne permettent pas de répondre au fait qu'il y ait aujourd'hui un chômeur sur deux qui ne touche rien. Voilà. Et la question qui me préoccupe le plus, moi, c'est la stigmatisation des privés d'emploi. On fait porter sur eux une responsabilité qui ne leur incombe pas. Peut-être ce qui vous surprend le plus, c'est que ça vienne d'un gouvernement de gauche. Oui, enfin, c'est Emmanuel Macron qui a emboîté les pas du ministre du Travail. Voilà, bon, il y a une espèce de course à droite dans ce gouvernement aujourd'hui qui s'accentue tous les jours. C'est quel est celui qui va sortir un truc de droite plus rapidement que l'autre, quoi. Bon, je pense qu'il faut qu'il fasse attention parce que ça provoque de la colère chez les gens. S'il se représente en 2017, vous revoterez François Hollande ? Je ne sais pas encore, il est trop tôt pour le dire. Vous avez voté pour lui la dernière fois, mais... Vous êtes, je ne sais pas encore ce que je ferai. J'attends de voir. Voilà. Mais il y a un truc. Vous ne l'avez pas totalement condamné. Vous considérez qu'il a encore 2 ans pour sauver son mandat ? D'abord, je pense qu'il a été élu pour 5 ans. Voilà. Et je pense qu'il a tout loisir de réorienter sa politique loisir, vous y allez. Vous pensez qu'il va le faire à loisir ? Soit il y a un rapport de force, c'est ce que vous nous avez expliqué pendant toute cette émission. Bon. Alors, êtes-vous favorable à rendre obligatoire l'adhésion à un syndicat pour tout salarié travailleur ? Vous avez répondu tout à l'heure. Non, c'est pas dans la culture française. Qu'est-ce que la CGT est prête à négocier dans le projet de révision des seuils sociaux ? Écoutez, nous, ce que nous voulons, c'est extrêmement simple. C'est que chaque salarié ait le droit à être représenté. C'est la loi. Voilà. Dans notre pays, la loi dit que chaque salarié peut être représenté par un délégué. On a aujourd'hui 50% des salariés qui sont exclus de ce droit. Voilà. Ça veut dire qu'on parle beaucoup de démocratie sociale, mais on lui donne peu. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des représentants, y compris en territoire, y compris dans les professions, qui représentent les salariés qui sont aujourd'hui privés de délégués dans leur entreprise. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est faire vivre la démocratie sociale, à la fois dans les professions et dans les territoires. Mais est-ce que cette discussion va aboutir ? Si le MEDEF aborde la question juste par la porte d'entrée des seuils. Autrement dit, il y a des droits à moins de 50, à moins de 10, à plus de 300, à plus de 500. Plus personne, d'ailleurs, n'y comprend rien, je peux vous le dire. Bon. Quels sont les droits Et puis, en plus, il y a une réalité objective. Je ne connais pas un salarié aujourd'hui qui a choisi de travailler pour telle entreprise en fonction du nombre de salariés. Forcément, on travaille dans l'entreprise qui nous permet d'avoir une activité professionnelle et un salaire. On ne choisit pas son entreprise en fonction du nombre de collaborateurs. C'est ça que vous voulez dire ? La discussion est tendue. La discussion est tendue. Vous savez ce qu'a dit le gouvernement. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est le gouvernement qui reprendra la main, c'est ça ? Mais c'est aussi de sa responsabilité. Qu'il se débrouille, c'est ça que vous le dites ? Pas du tout. Non. Je pense que la négociation, d'abord c'est l'article 1 du Code du travail, je pense que la négociation est toujours intéressante. Ça permet de faire en sorte d'écouter les contradictions qu'il peut y avoir dans le cadre d'une volonté. Moi, j'attends que le MEDEF me dise « Cher Thierry, je suis d'accord pour qu'on puisse faire en sorte que la démocratie sociale soit considérée dans notre pays comme une chance et pas comme un handicap. » Sauf qu'aujourd'hui, ils pensent que la négociation sociale, c'est un handicap. J'en avais une petite dernière très vite. Que fait la CGT pour les chômeurs ? Pensez-vous les représenter ? Oui, nous les organisons. Nous sommes le seul syndicat en France à organiser les privés d'emploi. Et il y aura une manifestation, d'ailleurs, je crois, le 4 décembre prochain. Merci beaucoup Thierry Lepant d'avoir été mon invité. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez demain Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air. Dans un instant, votre magazine On n'est pas que des cobayes. Bonne soirée sur France 5.